Si tout le monde était d'accord, cette émission n'existerait pas. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Ça se débat, votre nouvelle émission de débat sur i24 News. Saison 1, épisode 2. Et j'espère que l'épisode 1 vous a plu. Sans plus tarder, je vous propose de découvrir le sommaire de l'émission. Ce soir, nous reviendrons sur une enquête inquiétante. Le soutien palestinien à l'attaque du Hamas du 7 octobre a augmenté de 3 points, passant de 50% à 53% entre mai et octobre 2025. Nous aurons ensuite le plaisir de recevoir le génie de l'humour français, David Azria. Il nous fait l'honneur d'être le parrain de Ça se débat. Nous parcourrons ensuite le tour du reste de l'info. 4 débatteurs, 4 infos polémiques, 4 coups de cœur ou coups de gueule. Et avant de conclure par un débat sur l'élection municipale à New York et Zoran Mamdani, un communiste d'après Donald Trump. Et pour la carte blanche, nous accueillons la très talentueuse Salomé Uzi. Vous êtes bien installés sur votre canapé ? Allez, c'est parti. Et prenons tout de suite la direction du sud d'Israël. Bonsoir Loïc Stécher-Chocron. Le Hamas doit restituer ce soir un corps à Israël. Effectivement, une nouvelle dépouille est en ce moment même, à l'heure où nous nous parlons, Raphaël, en route vers Israël. C'est du moins la Croix-Rouge qui, pour l'instant, a récupéré cette dépouille supposée être un otage israélien. La dernière fois que le Hamas a transféré des dépouilles à Israël, c'était il y a 2 jours, notamment le colonel Assaf Hamami, qui a d'ailleurs été enterré aujourd'hui. Ce n'est pas le cas toujours. Souvenez-vous, le Hamas, des fois, parfois, transfère des dépouilles de Palestiniens, voire d'otages qui ont déjà été enterrés en Israël. Malheureusement, on a déjà vécu cela. À l'heure où on se parle, Raphaël, il y a toujours 8 otages israéliens, des dépouilles dans la bande de Gaza. En tout cas, pour l'instant, on attend d'une minute à l'autre le communiqué de Tsahal qui doit donc récupérer cette dépouille. Loïc, on l'apprend à l'instant. Transférée en Israël. Loïc, on l'apprend à l'instant. Les forces de Tsahal dans la bande de Gaza ont reçu de la Croix-Rouge un cercueil contenant le corps de ce qu'on espère être un otage. Effectivement, c'est du direct. Raphaël, vous m'avez bien fait de m'interrompre. Prochaine étape, bien sûr, c'est le transfert de cette dépouille à l'Institut médico-légal d'Abou Kabir au sud de Tel Aviv, dans la ville de Jaffa, pour que cette dépouille puisse être identifiée, car le Hamas n'a pas donné pour l'instant son identité. Merci beaucoup Loïc Stécher-Chocron. On vous retrouve évidemment dans la prochaine édition. Et je suis heureux de retrouver en plateau Nili Kupfer-Naouri. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate, vous êtes présidente de l'association Israel is Forever. Alors, est-ce que vous aimez le nouveau décor de l'émission ? Extraordinaire. Ouais, c'est sympa, ça change. Tout à fait. C'est nouveau. Et en face de vous, Guy Poran, ancien pilote de Tsahal. Comment allez-vous, Guy ? Très bien, mes couleurs préférées. Ouais ? Ah bah c'est super. Vous êtes prêts pour ce nouveau concept ? On verra. Vous aurez 1 minute tout à l'heure pour convaincre nos téléspectateurs. Et attention, pas 1 seconde de plus. Et à Paris, j'ai le plaisir de retrouver Barbara Lefebvre, enseignante et essayiste. Bonsoir Barbara, comment allez-vous ? Bonsoir à tous, ça va très bien, merci. Barbara, j'ai remarqué quelque chose, parce que je regarde nos confrères des RMC, des grandes gueules, et en ce moment, il y a un mot que vous utilisez beaucoup. Ce mot, c'est Nasbrock. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Nasbrock ? Ah, Nasbrock, c'est vraiment, non seulement c'est naze, mais c'est complètement à l'envers du réel. C'est vraiment, ça part dans tous les sens, quoi. Voilà, c'est pire que naze. C'est vraiment Nasbrock. En France, faut dire qu'en ce moment, au niveau politique, on est vraiment dans le Nasbrock. Ouais, c'est pour ça que vous l'employez souvent ce mot chez nos confrères des grandes gueules des RMC. Et un mardi ne serait pas un mardi sans Rost. Rost, comment allez-vous ? Très bien, merci, vous êtes bien aimable. Rost, vous savez, j'ai des problèmes à cause de... C'est avant de déclencher les hostilités, je pense. Ça, mais j'ai des problèmes, Rost, à cause de vous. Ah bon ? J'ai des problèmes à cause de vous. Vous savez bons pourquoi ? problèmes, Mais oui, parce que sur les réseaux sociaux, bah, on va dire que j'ai moi aussi des Nasbrock qui m'envoient des messages insultants parfois. Et on me reproche quoi principalement ? De vous avoir dans cette émission. Voilà. Donc, moi, en 1996, il y a un artiste que j'aime beaucoup
qui a dit une phrase, je pense que vous la connaissez, Rost, c'est « Si tu kiffes pas, Renoir, eh ben, t'écoutes pas, et puis c'est tout ». Voilà, donc c'est un message Et puis c'est tout. à bon entendeur. Voilà, exactement. Voilà, mais vous savez, je vais vous dire, la démocratie, il y a très peu de gens qui savent ce que c'est que la démocratie, mais c'est la démocratie de celui qui pense qu'il a raison, et ça s'appelle de la dictature, tout simplement. Moi, je suis ouvert à tout le monde, on peut ne pas être d'accord, mais on se respecte. Tant qu'on se respecte, il n'y a aucun problème. Pour le reste, je laisse les gens faire ce qu'ils veulent et c'est pas mon problème, en fait. Merci beaucoup, Rost. Bon, voilà, les présentations sont faites. Passons sans plus tarder au premier débat de cette émission. Le soutien palestinien à l'attaque du Hamas du 7 octobre a augmenté de 3 points, passant de 50% à 53% entre mai et octobre 2025, selon un sondage récent. Qu'en pensent les débatteurs de ce soir? Nous leur avons posé la question suivante. Croyez-vous, une fois avoir vu ce sondage, en la paix entre les Israéliens et les Gazaouis? Un débatteur a répondu oui, c'est vous, Guy. Et en face de vous, Nili a répondu non. C'est un face-à-face 100% Tel Aviv. Guy Poran, vous avez 1 minute pour convaincre les téléspectateurs et je vous explique. On va ensuite poser la question à nos téléspectateurs sur Instagram. Qui vous a le plus convaincu? Votre position ou la position de Nili? Et à la fin du débat, on aura les résultats. Si jamais vous dépassez votre minute, le buzzer. Et s'il y a trop de désordre en plateau, le buzzer aussi. Voilà, ça remplace le gong de l'ancienne émission. Tout le monde est prêt? Ouais. Guy Poran, 1 minute, c'est parti. Est-ce que la paix est possible? Bien sûr que oui, car la seule alternative à la paix, c'est la guerre éternelle. Et dans une telle guerre, Israël ne pourrait pas gagner et cesserait d'exister. Si on avait demandé il y a 50 ans si la paix entre Israël et l'Égypte aurait possible, la plupart des Israéliens auraient répondu à la négative. Pourtant, nous vivons depuis 45 ans de paix sans guerre. Certes, la situation n'est pas exactement la même, mais malgré les difficultés, il y en a 7,5 millions juifs et 7,5 millions arabes entre la Jordan et la mer. Sans un accord incluant un pays palestinien, il n'y aura pas de paix. Celui qui, comme moi, et contrairement à Nelly, ne croit pas au miracle divin, comprenons qu'il n'y a pas d'autre choix que de faire la paix. Sinon, Israël ne sera pas un État juif et démocratique. Nili, 60 secondes, pas une de plus, c'est parti. Je ne crois pas à une paix entre Israël et les Arabes habitant l'État d'Israël parce qu'il ne s'agit pas d'un conflit territorial local, il s'agit d'un conflit religieux. L'islam conquérant désire reconquérir le Dar et l'islam, la maison de l'islam, et il pense que la terre d'Israël en fait partie. Or, tant que nous nourrirons l'espoir des Arabes d'Israël d'établir un État palestinien dans nos frontières, cela nourrira le terrorisme car ils voudront donc obtenir cet État et ça n'est que par la voie du terrorisme qu'ils pensent l'obtenir. Or, une véritable paix ne peut être basée que sur une vérité historique. Cette vérité historique, c'est que cette terre nous appartient de droit, par le droit divin, par le droit historique. Nos ancêtres y étaient déjà il y a 4000 ans. Le roi David y a installé sa capitale à Jérusalem il y a déjà 3000 ans. Donc il n'y aura une paix que lorsqu'il y aura une souveraineté juive sur l'intégralité de notre territoire, une implantation juive, une réimplantation juive et le départ massif de tous ceux qui veulent avoir des velléités nationales sur notre territoire. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir respecté la minute de ce sondage, de ce débat. On vous a posé la question sur Instagram. Vous allez tout de suite sur le compte Instagram en story. Vous votez oui si vous êtes avec Guy Poran. Vous votez non si vous êtes avec Nili Kupfer-Naori. Rost, une réaction à ce que vous avez entendu et aussi à ce fameux sondage. Selon vous, les Palestiniens de Judée-Samarie et de Gaza sont-ils de plus en plus radicaux? Mais vous savez, je disais ici dans cette émission qu'après l'épisode qui a eu là, il y aura un avant et il y aura un après. Et à tout niveau d'ailleurs, même dans les autres pays du monde, je pense qu'il y a un avant et un après. Sur certains sujets qui vont concerner Israël et qui vont concerner la communauté juive, pour ceux qui font les amalgames en permanence entre la gouvernance et le peuple. Mais
moi, je fais partie de ceux qui sont convaincus que de toute façon, il n'y a pas d'autres alternatives. C'était Gandhi qui disait « Il n'y a pas de chemin pour la paix est le chemin ». Et lorsque nous étions venus travailler sur le conflit israélo-palestinien à l'époque, en Israël et en Palestine, moi j'étais reparti avec tellement d'espoir parce qu'on a rencontré plein de jeunes qui n'avaient qu'une seule envie, c'est que tout ça cesse et qu'ils vivent ensemble, côte à côte. Et il y avait des projets qui foisonnaient entre les jeunes étudiants, des projets de cinéma, de théâtre, etc., la culture. Et à travers ça, moi je pense que si on arrive à éduquer nos enfants hors de la haine des uns et des autres, et des extrémistes d'un côté comme de l'autre, je pense qu'on peut essayer de construire quelque chose. Et moi, j'y crois plus que jamais à la paix parce qu'elle est de toute façon impérative. Il n'y a pas d'autre chemin. Barbara Lefebvre, dans ce sondage, on apprend aussi que 70% des Palestiniens, dont près de 80% en Judée-Samarie, et on va dire seulement 55% à Gaza, sont contre l'idée que le Hamas dépose les armes. Mais quand on sait que le Hamas a gouverné à Gaza, on voit que du côté de la Judée-Samarie, le soutien est plus important au Hamas. Qu'est-ce que vous en dites ? On voit que la question de la défaite militaire du Hamas est une étape, mais n'est qu'une toute petite étape, puisque ça, on le savait tous, l'idéologie du Hamas, la pensée mortifère du Hamas, elle, non seulement elle va survivre à la guerre, mais elle va peut-être effectivement continuer de s'amplifier. Et c'est là que la fameuse task force pour la paix va devoir peser de tout son poids. Parce que tout ça est bien gentil, mais maintenant, il va falloir que Donald Trump, les pays du Golfe, Israël et les pays de l'Union européenne mettent en œuvre la promesse qui a été faite à la fois aux Palestiniens et aux Israéliens. C'est-à-dire faire en sorte de les débarrasser du Hamas, mais pas seulement de les en débarrasser militairement, mais aussi de les en débarrasser politiquement. Et évidemment, il est beaucoup plus difficile d'arracher une idéologie des cerveaux de gens qui baignent là-dedans depuis 30 ans, depuis 40 ans. Et en réalité, le nationalisme palestinien, on le sait depuis le grand moufti de Jérusalem, il est très imprégné de cette pensée des frères musulmans. Donc ça va être un travail immense, mais excusez-moi, je dirais que on a réussi à dénazifier l'Allemagne. Je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à dé-hamasiser les populations palestiniennes. Mais pour ça, il va falloir... Est-ce qu'on décolonise ou pas les colonies? Mais surtout, il va falloir y mettre... surtout, il va falloir y mettre beaucoup d'efforts, beaucoup de volonté, et pas seulement la volonté des Israéliens et des Palestiniens, mais la volonté aussi des médiateurs. Et en particulier, je pense que le rôle des pays du Golfe va être majeur. Et en particulier, le rôle des Saoudiens, des Émiratis, qui vont devoir peser de tout leur poids, aussi bien financièrement pour la reconstruction, mais aussi de faire comprendre aux Palestiniens qu'il est temps de tourner une page. Et tant qu'on n'aura pas fait comprendre, et peut-être même d'une certaine façon par une certaine forme d'autorité et d'autoritarisme aux Palestiniens, que la page doit être tournée à la fois de la corruption de l'autorité palestinienne et du fanatisme génocidaire du Hamas, et qu'il n'y aura pas d'avenir. Il n'y aura pas d'avenir pour le peuple palestinien et pour un éventuel un jour État palestinien dans cette haine. Tant que ça, Barbara, les Palestiniens ne l'auront pas compris, on ne pourra pas faire leur bonheur malgré eux. Guy Pourane, 60% des Palestiniens interrogés dans cette enquête approuvent le Hamas en tant qu'organe dirigeant. Je ne suis pas surpris. Après des décennies d'occupation et surtout en face des violences quotidiennes par les colons et qui encouragés par le gouvernement actuel. Laisse-moi finir, s'il vous plaît. Encouragés par le gouvernement actuel, il est clair que les Palestiniens sont pessimistes et ils soutiennent les résistances violentes. C'est qu'il attribue vous appelez ça à résistance. Hamas. Vous appelez ça résistance. Ce qu'il s'appelle résistance, pas moi. Maintenant, je crois que si le plan du président Trump de faire, comme il a promis, de faire un État palestinien existe, il faut changer leur opinion. Les accords d'Oslo, je vous rappelle, et dans laquelle Israël a été reconnu dans les frontières de 67, 70% des Palestiniens sont approuvés de ça. C'était plus que l'approbation en Israël, qui a été 55 à 60%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Palestiniens, c'est pas un truc rigide. Là, maintenant, après une trentaine d'années de pessimisme,
ils suivent les schémas violence. Une partie, ça fait grâce à Ben Gvir et Smotrich qui lui donnent les excuses. Nili Kupernaouri, l'idée d'une force armée arabe pour Gaza, pour y maintenir la sécurité, est massivement rejetée par les Palestiniens qui sont à Gaza ou en Judée-Samarie. Près de 70% d'entre eux s'opposent à ce qu'il y ait une force arabe dans Gaza. J'imagine que là, pour le coup, vous êtes peut-être d'accord avec eux. Je suis tout à fait d'accord. Je veux que ce soit Tsahal qui récupère cette région. Je vous ai tendu la perche. Oui, tout à fait. D'abord, tous nos soldats ne sont pas tombés sur la libération de Gaza, le sauvetage de nos otages et cette guerre contre le Hamas pour que ensuite nous donnions cette terre imbibée de sang juif à une autre armée. Donc il n'y a qu'Israël qui peut assurer la sécurité du peuple juif. Nous avons vu comment la FINUL a milité avec le Hezbollah au nord. Nous avons vu comment l'UNRWA et d'autres organisations soi-disant internationales étaient avec les terroristes du Hamas à Gaza. Nous ne comptons pour notre sécurité que sur nous-mêmes. L'histoire nous a appris très durement que ça doit être le cas. Maintenant, je suis encore choquée quand on a vécu un 7 octobre, d'entendre encore la naïveté de certains qui croient que si on donne un territoire à l'intérieur de nos frontières, eh bien les Arabes se suffiront de cela et voudront établir une paix entre nous et cet État. Ils le disent haut et fort dans leurs manifestations. De la mer au Jourdain, ils veulent que la Palestine soit libérée. Ils ne veulent pas un État à côté de notre État, ils veulent un État à la place d'Israël. Si, parce que c'est ce que l'islam leur réclame. C'est le djihad. C'est ce qui leur a été exigé par le Coran. Pas de cacophonie. Donc, il faut comprendre quelle est la volonté de nos ennemis. S'il y avait 70%, Gad Poran, pour les accords d'Oslo, c'est parce qu'ils étaient pour la politique du salami, c'est-à-dire que pour le moment, il se suffisait des grandes villes comme Shrem, Jéricho, Hebron, etc. Et qu'ensuite, ils allaient attaquer Jérusalem. Ross, une réaction à ce que vous venez d'entendre. Non, mais évidemment, de toute façon, les intégristes d'un côté comme de l'autre, comme Madame Kufer, évidemment, ce sont ces gens-là qui font qu'on n'arrive pas à trouver une solution pérenne. Non, ils sont dans une dynamique. Parce que vous donnez l'espoir au terrorisme. Elle n'est pas mieux que. Non, parce que vous n'êtes pas mieux que les intégristes de l'autre côté que vous-même vous dénoncez d'ailleurs. Faites attention à ce que vous dites. Attention. Mais je vous le dis, je vous dis ce que je pense, que ça vous dérange ou pas, je vous dis que vous n'êtes pas mieux que les intégristes de l'autre côté que vous prétendez combattre. Voilà, c'est mon point de vue. Maintenant, vous le prenez comme vous voulez. Très bien. Et puis vous avez les colonies. Ce sera noté. Vous avez la question des colonies. Ça ne fait pas des colonies. Vous avez la des question implantations, des localités juives en Judée-Samarie, ça ne s'appelle pas des colonies. On ne colonise pas son propre territoire. Si les colonies, justement, est-ce que les colonies, vous allez rendre les colonies? Il n'y a pas à rendre les colonies. Il n'y a pas de colonies. Il y a des implantations juives en terre d'Israël. Donc, lorsque vous employez le bon vocabulaire, madame. Ça change complètement la prise de vue, vous comprenez? Justement, changer les mots. On a dit, quand on ne peut pas changer les choses, on change les mots. Mais vous ne connaissez pas l'histoire, Ross. Désolé. Mais apprenez votre histoire. Vous apprendrez que nos ancêtres... Madame. Mais ouvrez une Bible. Ce sont des colonies. Ouvrez une Bible. Vous apprendrez que arrêtez, Abraham, mais c'est pas Isaac et Jacob l'histoire est une chose, madame. Stop. Barbara Lefebvre, mais à vous. Non, Ross, Barbara. Non, mais oui, enfin, c'est un petit peu compliqué de prendre une position. Alors, j'ai pas du tout envie de jouer en même temps. Donc, moi, évidemment, si on se fie à l'histoire biblique, il y a plus de légitimité juive en Judée-Samarie que sur les plages de Tel Aviv. Ouais, mais c'est pas la Bible qui dit le mot. Voilà, c'est ce que j'allais. Non, mais une seconde, je précise. Oui, mais en même temps, le retour du peuple juif, c'est sur sa terre historique. Mais qui se raconte ces histoires-là? C'est pour ça qu'on n'est pas en Ouganda. On n'est pas au fin fond de Madagascar. Donc c'est pour ça qu'on est en terre d'Israël. Donc la problématique aujourd'hui, c'est qu'il doit pouvoir exister. Excusez-moi, je ne vois pas pourquoi la Judée-Samarie devrait être Judenrein. Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas y avoir de Juifs qui vivraient en Judée-Samarie. Excusez-moi, je crois qu'en Israël, des Arabes vivent. Ils sont des citoyens de plein droit. Ils ont des emplois
parfois de haut placés dans un certain nombre d'institutions publiques, notamment, je pense à l'hôpital public, etc., en Israël. Donc, excusez-moi, je ne vois pas pourquoi la Judée-Samarie devrait se vider de ses Juifs. Les Juifs c'est pas ce que j'ai dit. Il faudra réfléchir à la situation politique. En tout cas, il est hors de question que les Juifs qui vivent aujourd'hui en Judée-Samarie s'en aillent. À quoi vous parlez? Il y en a 400 000. Et Barbara dit... Nili dit 500 000. Voilà. Donc on vous mettra pas d'accord sur les chiffres. Il n'y avait qu'un seul juif. Pendant toute la période où nous étions en exil, cette terre ne nous appartenait pas. Donc Tel Aviv ne nous appartenait pas pendant 2000 ans, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que vous revendiquez Tel Aviv, mais vous ne revendiquez pas Hebron? C'est pas des questions bibliques. Le mot de la fin. C'est des questions pratiques, Alors pourquoi politiques. vous êtes en Israël? Quelle est la source de votre droit sur Israël? Même sur Tel Aviv. Vous, Gaza, votre droit sur on s'entend plus. Vous avez dit libérer Gaza parce que pour vous, sortez Gaza, on s'entend plus. Pour vous, Gaza, c'est comme Tel Aviv. Oui. On s'entend plus. Quelle est la source de votre droit sur Israël? Pourquoi vous habitez en Israël? Si vous voulez. Rapidement. Si ce n'est pas la Bible, votre À quel moment c'est la Bible qui détermine le territoire de quelqu'un? 10 secondes. Et niveau biblique, il n'y a pas de différence. Mais nous, les gens d'Israël, voudraient vivre. On ne vit pas dans la Bible. On vit dans la vie des réalités quotidiennes. Vous avez vécu des guerres. Le 7 octobre, vous avez vécu. À partir du moment où on s'entend plus. ce sont des bases. Oui, mais désolé, On s'en fout. Guys, stop. Là, l'histoire biblique, c'est aussi... Non, mais désolé, juste un point. L'histoire biblique, Alors, c'est c'est vous aussi le mot une de la fin. géographie. Et je suis navrée, la Torah, c'est aussi une géographie. C'est pas Très bien. unique. Non, Très non, bien. mais c'est ça qui est très Et dans ce cas, intéressant. acceptez que les autres fassent la même chose. Juste un point. Non, mais c'est très intéressant et c'est important. Stop. C'est précisément différent du christianisme et de l'islam, qui sont des religions qui sont pour le coup Avec les profondément Torah, universalistes, au sens où elles sont pas avec la ancrées Torah, dans un territoire géographique, ce qui n'est pas le cas du judaïsme. Avec la Torah, le judaïsme nous sommes est revenus en géographique. Israël. Nili, on avance. Oui, on ça s'entend vous plus. dérange, mais c'est vrai. Ouais, mais c'est pas la Bible qui dirige J'ai le pas dit monde. que c'était la C'est Bible. pas la Bible qui J'ai dirige pas le dit que monde. c'était la Bible qui faisait les frontières, mais on ne peut pas On vous a nier. posé la question sur le compte Instagram en français d'i24 News pour savoir qui de Guy Poran ou de Nili Kufernaouri vous a le plus convaincu. Nili, vous remportez le match 90% des voix et je vois sur le compte Instagram qu'il y a eu énormément de votants. 90% résultats positifs pour Nili Kufernaouri qui remporte ce premier face-à-face. Guy Poran, vous ferez mieux la prochaine fois. Voilà. Allez. Et comme vous rigolez, on va accueillir quelqu'un qui fait rire la France entière. L'homme le plus drôle de France a accepté d'être le parrain de notre émission. Je n'ai pas son humour, mais vous allez découvrir que nous avons des trucs en commun. Mesdames et messieurs, c'est parti pour l'interview tac au tac avec Monsieur David Azria. Bonsoir David Azria, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir accepté aussi d'être un des parrains de cette émission. Alors, c'est exceptionnel. Attends, j'ai jamais vu l'émission. Il y a des mecs et des meufs, ils crient l'un sur l'autre depuis 43 minutes parce qu'ils m'ont dit à 20h, faut que je me connecte. Guy et Nili, mais je vous invite gratuit au spectacle. Venez vous bagarrer à Tel Aviv le 13 décembre. Venez, mais gratuit. C'est des gens comme ça qu'il me faut dans ma salle. C'est exceptionnel. David, moi je suis toujours honnête avec les téléspectateurs. Alors, on va pas faire comme si on se connaissait pas. On a grandi dans le même quartier à Sarcelles et nos familles se connaissent. D'ailleurs, honnêtement, c'est une grande fierté pour moi en tant que Sarcellois de voir un autre Sarcellois percer comme vous le faites. Et permettez-moi, petite parenthèse, de saluer toute la famille Azria de Sarcelles. Bravo, c'est beau. Tous les saltimbanques de Sarcelles, tous ceux qui n'ont pas réussi leur vie, on les embrasse. Bon, David, il faut qu'on se dise les choses. Quand on était gamin, le plus drôle dans votre famille, c'était pas vous, c'était votre frère, Anthony. Donc, comment Anthony, vous êtes tombé dans la marmite de l'humour alors que quand vous étiez gamin, le plus drôle c'était Anthony et vous étiez plutôt timide? Ouais, moi j'étais timide, j'étais dans mon coin, mais à un moment donné, les filles se sont touchées et je suis parti en cacahuète totalement. Donc là, voilà, moi j'ai tout arrêté parce qu'avant j'étais dans la finance. J'ai été trader, j'ai un bac plus 6 en finance de marché, on a tout arrêté en 2018. Et là, on est à fond, l'humour, les films, la télé. Et puis on est en spectacle, voilà, à Tel Aviv le 13 décembre pour la première fois en Israël en spectacle. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai organisé moi-même ce spectacle. Il y a des producteurs, ils ont voulu l'organiser. Je l'ai fait avec mon ami Ruben Azon. On l'a produit nous-mêmes ce spectacle et ça va être exceptionnel. Mais David, moi j'ai une question sur notre ville d'origine, parce que c'est vrai qu'elle est assez omniprésente dans vos spectacles, dans vos sketchs. Qu'est-ce qui nous différencie, nous,
les Sarcellois des autres? La différence, c'est qu'à Sarcelles, on a tous la même histoire. C'est que notre père, il allait acheter un immeuble à Levallois-Perret il y a 25 ans, sauf qu'aujourd'hui, il est encore locataire à Sarcelles. C'est-à-dire, quand tu es à Sarcelles, c'est que tu es toujours à côté du coup. Tu n'as jamais été dans le coup. Voilà, c'est notre histoire à nous. Voilà, donc aujourd'hui, on est là, mais on est fiers. On a des vraies valeurs. On se bat, on a faim, on a plus faim que les autres. C'est pour ça que je vais ramener Guy. J'aimerais bien le ramener à Sarcelles, chez Inoun, Guy. Je sais pas si tu connais Inoun, c'est 2 entrecôtes et une merguez. Le mec, il a des Ferrari garés devant. Donc, Guy, si tu veux, viens. Et viens quand tu veux. T'es invité chez ma mère. Elle a de la place. Maintenant, tout le monde s'est barré. David, cette émission, elle s'appelle Ça se débat. Alors, tu as pu l'entendre. Les débatteurs maîtrisent l'art de la punchline. Mais pour toi, c'est quoi une bonne punchline? Une bonne punchline, c'est une vanne que tu mets au bon moment sans vexer la personne. Il y a une limite de la vexation. C'est-à-dire, il y a un fond de vérité, mais il ne faut pas vexer la personne. Si tu vexes la personne, eh ben là, tu as franchi la limite. Donc, j'espère qu'entre Ega et Nili, tu n'as pas franchi la limite. Après, Nili, elle a gagné 90-10. Il n'y a pas de débat, là, c'est 3-0. Là. Et est-ce que vous aimez regarder des émissions de débat? Ça vous inspire parfois pour vos sketchs? Ouais, moi je regarde de temps en temps CNews, là. Pascal Praud, c'est exceptionnel lui aussi. Pascal Praud, tous les jours, il arrive à parler de sujets, il s'énerve avec des gens, il les voit le matin, ils reviennent l'après-midi et le soir ils vont manger ensemble. C'est fou. Pascal Praud, il est partout. Il est sur Europe 1. Après BFM aussi, ça s'agite. LCI maintenant, ils sont pas mal. Non, quand tu es chez toi, moi je rentre tard le soir. Et souvent les chaînes en direct comme ça, ouais. Info en continu, je regarde. Même I24, je regarde, c'est pas mal. Et David, surtout les reportages à Tel Aviv. J'imagine que quand vous allez chez quelqu'un de votre famille, quand vous arrivez, il y a i24 News en boucle. Non, c'est comme ça chez les chaînes du Flash de France. C'est fou maintenant, parce que la chaîne, avant, on savait pas c'était quelle chaîne. Parce que quand t'arrivais, c'est frérot, c'est quelle chaîne, i24, c'est quelle chaîne. Maintenant, tout le monde connaît la chaîne. T'es surpris, c'est 360. Et elle est chez WAM, c'est 360. Vous êtes fort, vous avez pris le bon chiffre. 360. Bon, et David, donc vous l'avez annoncé, il y a une bonne nouvelle pour les fans en Israël. Vous serez bientôt sur scène. Alors, comment ça va se passer? Qu'est-ce que vous allez jouer? On voit l'affiche s'afficher. Donc, vous êtes le 13 décembre 2025 au Zappa à Tel Aviv à 21h30. Est-ce qu'il reste des places? C'est ça. Est-ce qu'il reste des places? Il reste encore des places. On a la moitié des places qui ont été vendues. On a lancé le spectacle jeudi dernier, le lien de billetterie. On s'attendait pas à avoir autant de gens qui réservent. Franchement, merci beaucoup. Donc voilà, continuez à réserver. Nous, Israël, c'est pas juste un passage. On aimerait bien revenir plus souvent. Moi, j'ouvre la voie à tous mes collègues qui maintenant, avec cette paix durable qui va s'installer, on l'espère, vont pouvoir venir. D'autres amis comédiens que j'essaye de déplacer. Donc voilà, moi j'ouvre la voie et j'espère que d'autres suivront par la suite. En tout cas, je suis très 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 heureux de revenir en Israël, en plus avec un spectacle le 13 décembre. Et qu'est-ce que vous allez leur proposer? Est-ce que vous allez adapter votre texte au public de Tel Aviv, qui n'est pas le même public que celui que vous avez à Paris? On est obligé, parce qu'ils ont vécu une histoire probablement différente de la nôtre ces dernières années, avec le 7 octobre, ce qui s'en est suivi, les otages, les libérations, les tensions, le conflit. Nous, on était loin, on regardait I24, mais on était loin, on suivait les alertes, tout ça, on n'avait pas la même tension. Et moi, vraiment, le message que je veux faire passer avant tout, c'est que tout le monde s'amuse, passe un bon moment, on rigole, on passe à autre chose, même si je sais que la vie continue, le conflit n'est pas totalement réglé. Donc, juste les gens passent un bon moment. Moi, juste pendant 1h30, on kiffe tous ensemble. Et après... chacun continue sa vie dans ma belle cuisine. Regardez cette belle cuisine. C'est vraiment la cuisine des anciens, ça. C'est la cuisine, frérot, où ta grand-mère a cuisiné pour 52 personnes et personne débarrassé. Merci beaucoup, David Azria. Merci, on vous attend. Merci à vous. Guy Poran annonce qu'il va venir manger chez nous. Promis. Ah non. Ah, tu viens chez nous. Ah, si tu peux acheter des places pour mon spectacle aussi, Guy, ça m'intéresse parce que voilà, on t'a mis le lien. Et Ross aussi, j'invite parce que Ross, c'est le mec qui est sur toutes les chaînes. Ross, par jour, il doit prendre 4 000 €, le mec. Ça aura tête de marre. Dès que tu le vois dans une émission, il y a Ross. Il fait du rap, il réalise des films, il est dans Validé 4. Il est partout, le mec, c'est pas possible. Ah, Ross, tu peux me faire un virement, Ross, je t'envoie mon RIB. J'aurais pas dû mettre mon. Envoie-moi de l'oseille, Ross. Merci beaucoup David Azria d'avoir répondu à nos questions. À très vite à Tel Aviv. Merci. Voilà, c'était cette parenthèse qu'on se permet dans cette première semaine d'émission. J'ai décidé aussi qu'on peut un peu se faire plaisir dans Ça se débat, d'avoir des personnalités comme David Azria. Et demain, une personnalité que j'adore. Vraiment, je laisse la surprise aux téléspectateurs parce que vraiment, demain, ça va être incroyable. Vraiment incroyable. L'invité, le parrain qui va venir, ça va être exceptionnel. Bon, on reprend
On reprend ce débat? Allez, la politique. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'info. Un petit indice, il y a un lien avec le Paris Saint-Germain. Voilà, pour l'invité de demain. Je vous laisse deviner. Barbara Lefebvre, le tour de l'info, on commence avec vous. Depuis plusieurs jours, France 2 diffuse un jingle publicitaire où l'on peut voir Caroline Margueridon, une acheteuse du programme Affaires conclues, avec un collier flouté. Le collier en question représente le mot en hébreu « chai », qui veut dire « la vie ». Elle a réagi ce soir sur ses réseaux sociaux, on a vu la vidéo, et elle annonce que France 2 enquête à ce sujet. Barbara Lefebvre, une réaction? On a flouté un chai. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est la réaction de France 2 qui enquête. Alors, certains disent non, c'est pas nous, c'est la production. La production dit non, c'est pas nous, c'est France Télévisions. Non, c'est très intéressant. Il y a énormément de dysfonctionnements à France Télévisions. Moi, je serais intéressée de savoir si la SDJ, la Société des journalistes de France Télévisions, qui par ailleurs est très active, c'est comme la CGT des journalistes de France Télévisions aussi, très très active. On les a vus sur France 3 s'en prendre à des journalistes, notamment à Claire Koch. Donc non, mais moi, je trouve ça très révélateur parce qu'en réalité, une fois qu'ils ont qu'ils ont commis leur méfait, il n'y a plus personne pour venir expliquer et justifier pourquoi on va flouter un pendentif. Parce que de toute façon, en plus, le résultat, c'est ce qu'on appelle l'effet Streisand. C'est-à-dire que tout le monde se dit « Ah ben alors, mais qu'est-ce qui est flouté ?» Parce que ça doit être vraiment un truc extraordinaire pour flouter un pendentif. Et là, on se rend compte que c'est quelque chose d'absolument banal, c'est-à-dire un chai. Fut un temps, je me rappelle, quand Claude Sarraute participait aux émissions de Laurent Ruquier, elle portait un Magen David. Bon, à l'époque, on pensait même pas à flouter. Il y a des présentateurs et des présentatrices qui se présentent avec des croix, avec des mains de Fatma. Je vois pas où ça pose un problème. Et donc, moi, je suis très intéressée par la réponse que France 2 va apporter et surtout par la prompte réaction de la SDJ de France Télévisions qui est toujours sans doute au taquet aussi pour répondre à ces grands sujets épineux. Rost, le député Julien Audoul du Rassemblement national a réagi. Il a déclaré « Cette prise de parti est scandaleuse. Jamais le même mot en arabe n'aurait été censuré. La neutralité du service public n'existe que pour certains. France 2 a fait une association complètement délirante. Hébreu égale Israël, égale juif, égale conflit, égale Hamas, égale Gaza. » Une réaction ? Écoutez, on voit bien la mesure de M. Audoul comme d'habitude, évidemment. À partir du moment où il faut absolument qu'ils mettent les musulmans dans l'affaire, qu'ils mettent les Arabes dans l'affaire, qu'ils mettent les Maghrébins dans l'affaire. Donc, moi, j'ai pas suivi cette affaire-là, donc je vais pas dire autant de bêtises que Julien Audoul. Donc, je m'abstiendrai d'attendre de voir la réalité de ce qui s'est passé. Ok. Mais enfin, il n'empêche qu'on a flouté le chai. Bon, Guy Poran, votre actualité. Le Hamas a réagi lundi soir à l'adoption par la Commission de sécurité nationale de la Knesset d'un projet de loi instaurant la peine de mort obligatoire pour les auteurs d'attaques terroristes. Dans un communiqué, le mouvement terroriste a estimé que, et on va voir la citation, cette initiative incarne le visage fasciste, hideux de l'occupation sioniste illégitime et constitue une violation flagrante du droit international. Nous appelons les Nations Unies, la communauté internationale et les organisations pertinentes des droits humains à prendre des mesures immédiates pour arrêter ce crime brutal. Ça, c'était la réaction de Hamas ? Le Hamas, défenseur du droit international, c'est une meilleure blague que celle de David Azria, non ? Beaucoup mieux. Ça doit être partie de la comédie de votre ami là-bas. Exactement. Et écoute, moi, je suis contre cette action pour les raisons purement israéliennes. Mais les dernières organisations, les dernières personnes qui doivent réagir comme ça, c'est le Hamas. C'est-à-dire, on s'en fout ce qu'il dit par rapport à ça. Il devait être tué n'importe comment, mais dès qu'ils sont arrêtés comme prisonniers, à mon avis, c'est pas bon pour Israël d'avoir la mort. La peine de mort. La peine de mort. Pour les raisons purement israéliennes. Nili ? C'est un sujet qui est assez épineux et je ne suis pas sûre d'être pour, d'ailleurs, de voter cette loi. D'abord, je pense qu'un terroriste ne doit pas quitter
la zone de l'attentat sans être abattu. Il n'y a pas besoin d'une mise en scène, il n'y a pas besoin d'avoir une peine de mort qui est organisée. Je n'ai pas envie de tout ce théâtre autour. Mais il y a des terroristes qui sont arrêtés et qui sont interrogés et qui donnent des informations aussi. Alors, tout à fait. C'est vrai aussi que ces terroristes peuvent nous servir. Le problème vient du fait que ces terroristes sont détenus dans des conditions qui sont de plus en plus améliorées par notre Cour suprême d'injustice, qui compte les calories, qui veut leur donner des heures de sport, qui veut qu'il y ait des pitotes fraîches le matin pour leur Hôtel petit déjeuner. 5 étoiles. Donc ça, effectivement, ça me dérange énormément. Et je pense que ces détenus doivent être maintenus en prison. Mais d'un point de vue philosophique, vous êtes plutôt contre la peine de mort? C'est pas une question de philosophie, c'est que je n'aime pas. Je sais que de toute façon le halo va être sur Israël sur cette question. Je ne pense pas que ce soit intelligent. Je pense par contre qu'effectivement un terroriste qui a levé la main sur un juif doit être abattu sur place et qu'on ne doit pas en faire une mise en scène. Deux mots. Et il y a plus et plus de terroristes qui sont en fait tués dans la prison et qui sont torturés dans la prison, et c'est loin d'être un hôtel 5 étoiles, comme vous avez dit. D'accord. Rost, votre information, je sais que vous en parlez souvent lorsque vous venez sur ce plateau. Des diplômes universitaires des prisons. C'est autour de l'information de Rost. Voilà, on voit cette information s'afficher. C'est un article de nos confrères du Figaro. Sans Benyamin Netanyahou, Israël commémore l'assassinat d'Yitzhak Rabin dans un climat de division. C'était il y a 30 ans. Rost, une réaction? Écoutez, je trouve même, je vais vous dire sincèrement ce que je pense. Allez-y. Je pense que c'est une injure à la mémoire d'Yitzhak Rabin. Parce que Yitzhak Rabin, on en pense ce qu'on veut, mais c'était malgré tout un homme de paix. C'était celui qui a donné de l'espoir au monde. Moi qui étais jeune à l'époque, qui suis ni juif, ni musulman, ni ce qu'on veut, ce conflit m'a toujours parlé parce qu'il y avait deux hommes que je pensais intelligents et qui pouvaient trouver une solution pour qu'on sorte justement de cette barbarie. C'était Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. Et je peux vous dire que j'ai pleuré, moi. J'ai pleuré le jour où Yitzhak Rabin a été abattu par justement ceux qui sont dans la mouvance de Netanyahou. Et aujourd'hui, qui viennent faire semblant de commémorer. Je suis désolé, c'est une injure. Lorsque j'étais venu en Israël et en Palestine pour travailler sur le conflit, vous savez, il y avait une chose que je voulais faire avant de repartir de là-bas, c'est d'aller dans le bureau d'Yitzhak Rabin. Et lorsqu'on a été reçu à la Knesset et que je me suis assis dans son fauteuil, dans son bureau, j'ai eu quelque chose de très... D'ailleurs, j'ai une photo qui est magique dans cet endroit et qui m'a marqué profondément. Vous nous l'enverrez, on la montrera à l'antenne. Et je trouve, absolument, et je trouve que c'était devant son portrait, j'étais assis dans son bureau, et voilà, c'est une des raisons pour lesquelles les gens ici, parfois, vous racontent des conneries en disant qu'on est antisémite ou je sais pas quoi, tout ça, ça m'intéresse pas. Et d'ailleurs, pour petite parenthèse, je comprends d'ailleurs votre ouverture d'esprit, votre intelligence, c'est parce que vous venez de Sarcelles et que dans nos quartiers, on a une ouverture d'esprit parce qu'on vit les uns avec les autres et on n'est pas dans la haine des uns des autres. Rost, une information importante qu'on doit donner à nos téléspectateurs, le cercueil de l'otage présumé assassiné est en route vers l'Institut médico-légal à Tel Aviv. Barbara Lefebvre, j'aimerais avoir une réaction du 4 novembre 1995. Est-ce que vous vous souvenez où vous étiez et comment vous avez appris la mort d'Yitzhak Rabin? Je vais vous dire, c'est bien simple. Je m'en souviens d'autant mieux que j'étais ce qui s'appelle aujourd'hui Kikar Rabin. En fait, je vivais en Israël à ce moment-là et moi, je le dis clairement, j'étais plutôt opposée aux accords d'Oslo parce que je ne faisais pas du tout confiance à Arafat et que je pensais qu'Arafat jouait un double jeu. J'étais en train d'apprendre l'hébreu, mais des amis m'expliquaient ou me traduisaient ce que Arafat disait en anglais à Clinton et ce qu'il allait ensuite expliquer, notamment à Gaza, aux Palestiniens. Et c'était pas vraiment le même discours, donc j'avais assez peu confiance en Arafat. Et par le plus grand des hasards, il est arrivé que ce soir-là, j'avais pris un bus de tout un groupe de kibbutznikim qui revenait qui partait justement à la grande manifestation de ce soir-là.
Et moi, je leur ai dit non, vous me déposez à Kikar. Bon, maintenant, ça s'appelle Kikar Rabin, mais enfin, vous me déposez, moi, je rentrerai à pied. Et le temps que je rentre à pied à Ramat Gan où j'habitais, quand je suis arrivée, on m'a dit que Rabin venait de se faire tuer. Donc, en fait, j'étais pratiquement sur les lieux. Et je dois dire quand même que l'effervescence qui régnait en Israël, il faut quand même se rappeler, et moi, j'y vivais à cette époque-là, c'était les attentats suicides du Hamas et du djihad islamique dans les bus à Jérusalem. À l'époque. Et c'était aussi, c'est vrai, une droite israélienne. Moi, j'étais pas pour les accords d'Oslo et j'étais pas du tout pour cette voie qui était en train de se faire parce que je pensais qu'on n'avait pas en face un partenaire vraiment sincère. Mais en revanche, j'étais complètement outrée, scandalisée. J'avais 22 ans, mais j'étais scandalisée de voir des affiches de Rabin déguisé en nazi. Et ça, c'était ce que faisait la droite israélienne à l'époque. Et je trouve que cette nazification de Rabin, de son vivant, et qui a fini par pousser au fanatisme de celui qui l'a assassiné, je ne pense pas que ça ressemble à l'éthique juive. Et je ne pense pas non plus, parce qu'il a été tué par quelqu'un qui se revendique du sionisme religieux, je ne crois pas que le grand Rav Kook, qui pour moi est le père du sionisme religieux, se serait identifié à ce personnage et aurait accepté qu'on déguise Yitzhak Rabin en nazi. Donc vous voyez, j'ai une position qui est à la fois une position d'opposition au projet des accords d'Oslo, mais en même temps, la nazification de Rabin est ce qui a conduit à son assassinat, et ça, c'est pas conforme à l'éthique juive à mes yeux. Une histoire personnelle sur Rabin. Mon père était le militaire secrétaire de Rabin, et moi, à la semaine que j'ai reçu mon vol de pilote, je suis allé lui visiter, mon père, et Rabin, qui était dans son bureau, m'a appelé d'entrer. Il a été avec un sourire timide comme toujours. Il m'a serré la main comme ça en disant « Kol hakavod ». Et ça, c'est une mémoire qui reste avec moi jusqu'à la fin de ma vie. Nelly. Alors, je voudrais d'abord juste répondre à Ross qui admirait Yasser Arafat. Yasser Arafat est un terroriste qui a les mains qui dégoulinent de sang, mais ce qui est intéressant s'il admire autant, je vous conseille, Ross, d'écouter une vidéo de Yasser Arafat qui dit que le peuple palestinien a été une invention de toutes pièces pour détruire le projet sioniste. Donc, si vous voulez admirer Arafat, admirez-le jusqu'au bout, écoutez bien ce qu'il a dit. Nelly, oui. Votre information. C'est votre les point de locaux. C'est pas mon point de vue, c'est une vidéo. On va en France. Oui. Les locaux de campagne de Louis Sarkozy, donc le fils de Nicolas Sarkozy, situés en plein cœur de la ville de Menton, ont été la cible d'une attaque perpétrée par un individu ce lundi 3 novembre. Il a dénoncé l'intéressant dans un communiqué. L'homme s'est introduit dans le bâtiment avant de proférer des insultes antisémites à l'encontre du fils de l'ex-président Sarkozy, candidat au municipal dans la ville. Ces injures ont également visé une bénévole qui se trouvait dans l'établissement. Il lui aurait dit « rentre en Israël », en plus des injures antisémites. Alors que Louis Sarkozy n'est pas juif. Il a un arrière-grand-père, je crois, juif. Le grand-père de Sarkozy était juif hongrois, si je ne m'abuse. Une réaction sur l'antisémitisme en France. Oui, c'est comme... Les nazis ont été chercher les juifs à la 3e génération. Donc effectivement, ils sont en train de remonter l'arbre généalogique et essayent de chasser le juif. Donc je vais vous dire ce qui me fait extrêmement peur en France, c'est que on est en train de revenir dans les années 30. Et les juifs sont effectivement en train d'être chassés, et en train d'être poursuivis. Les juifs aujourd'hui ont peur de montrer qu'ils sont juifs, ont honte de dire qu'ils sont juifs, ils se cachent, ils enlèvent leur mezuzot de leur porte, ils changent leur nom de leur boîte aux lettres. Les enfants doivent apprendre à se cacher d'être juifs. Ça n'est pas une éducation juive que ces parents donnent à leurs enfants. Je trouve que cette communauté vit dans une situation qui est dramatique et je n'ai qu'un mot à leur dire. Aujourd'hui, il est temps de quitter la France, de liquider la diaspora, comme le disait Jabotinsky, liquider la diaspora ou la diaspora vous liquidera. Il est temps de monter en Israël. On passe de la France à New York, aux États-Unis, avec Mamdani. Et Mamdani, avec Mamdani à New York, la France insoumise tient son quart d'heure américain, titre aujourd'hui mes confrères de Libération sur leur site internet. C'est très fin. Donald Trump a d'abord qualifié Zohran Mamdani de communiste, avant d'affirmer qu'il était antisémite et que les juifs qui votaient pour lui étaient des idiots. Hier, le New York Post racontait l'histoire d'une rescapée de la Shoah de 92 ans qui a voté pour la première fois de sa vie pour faire barrage à Mamdani. Toutes ces histoires nous ont inspirés et nous avons posé la question toute simple à nos débatteurs. Soutenez-vous la candidature de Zohran Mamdani à la mairie de New York? Et 2 d'entre eux ne pensent vraiment, mais alors vraiment pas la même chose. C'est parti pour le second face-à-face de l'émission.
Vous l'avez compris, le premier duel était 100% Tel Aviv, le second sera 100% Paris. Rost, vous avez répondu oui, et Barbara Lefebvre, vous avez répondu non. Rost, vous avez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs, et Barbara, vous enchaînez juste après. Tout le monde est prêt? Alors n'oubliez pas, 1 minute et vous devez convaincre les téléspectateurs qui voteront ensuite sur Instagram. Allez, c'est parti. Rost, vous avez la main. 1 minute. Alors, personnellement, j'ai trouvé d'une absolue injure les qualifications de Donald Trump à l'égard de Mamdani, sachant que c'est une nouvelle génération, c'est une nouvelle dynamique, c'est le renouveau, c'est un pied de nez, son élection serait un pied de nez à toute cette fachosphère qui prolifère aujourd'hui avec les thèses de Trump et de toute sa bande. Et en plus de ça, on a vous savez, il y a le changement qui est nécessaire aujourd'hui, qui est impératif. Et c'est pour ça d'ailleurs que même en France, moi je n'ai aucun problème lorsqu'on nous dit que les gens veulent voter pour le RN. Qui vote pour eux, on s'en tape. La démocratie, c'est aussi ça. Et donc, peut-être que justement, ça bougera certains qui ne veulent plus se bouger et ça leur fera prendre conscience qu'on ne peut pas laisser la place à des gens qui sèment la haine en permanence. Et je comprends que certains ne l'aiment pas parce qu'il a critiqué Netanyahou et sa politique de massacre. Barbara Lefebvre, vous avez 1 minute. J'espère qu'il va gagner. Allez-y. Oui, c'est la révélation, énième révélation, que le communautarisme est vraiment le mode de dysfonctionnement de la démocratie américaine. Évidemment, en tant que Française, en tant que républicaine, je n'adhère pas au racialisme communautariste américain. Mais ce que je constate surtout, c'est que Zoran Mamdani, en dehors de ses prises de position géopolitiques, et particulièrement notamment indécente sur le 11 septembre, où il a essayé de nous faire pleurer sur la façon dont sa tante s'était sentie discriminée, au lieu de penser d'abord aux victimes du 11 septembre, il dit « Je serai le premier maire musulman de New York ». Moi, je pense à LaGuardia, je pense à Eddie Koch, je pense à Rudy Giuliani, à Michael Bloomberg, à Bill de Blasio. Ça, c'était des maires qui étaient aussi issus de l'immigration, parce que New York est une ville d'immigration, mais ils n'ont jamais dit « Je serai le premier maire juif de New York » ou le premier maire italien. Et c'est là qu'on voit ce qu'est le communautarisme qui glisse justement vers ce wokisme extrêmement dangereux. Et les États-Unis finiront par mourir de cet identitarisme communautariste, aussi bien dans un sens que dans un autre. Encore une fois, vive la République laïque, vive la France. Vous avez tous les deux légèrement dépassé, donc ça va, on vous pardonne d'avoir légèrement dépassé 7 minutes. Mili Kufer-Naouri, c'est la première fois de l'histoire des élections municipales à New York qu'on parle autant de cette élection en Israël. Parce que, en fait, cette élection dépasse largement le niveau de la mairie de New York. C'est véritablement une confrontation entre deux Amériques. Celle qui est proche du mouvement progressiste wokiste et celle qui est conservatrice, celle qui veut garder ses valeurs et sa nature profonde. Donc effectivement, c'est une bataille qui est non seulement locale, mais aussi symbolique au niveau de l'Amérique, mais d'une manière générale du monde, puisque ce sont ces deux tendances qui s'affrontent dans le monde entier. C'est une vote plutôt anti-Trump. Je vous rappelle que 40% des populations juives à New York votent pour Mamdani. Et c'est pas parce qu'il préfère son politique par rapport à Israël, c'est parce qu'il est perçu comme le plus loin de Trump. Et c'est grâce à Trump qu'un mec comme Mamdani va être le maire de New York. Barbara Lefebvre, ce matin, chez nos confrères d'Europe 1, il y a eu une comparaison, je ne sais pas si vous oseriez la même, mais je vais vous la lire. Zoran Mamdani, maire de New York, c'est comme Mathilde Panot, maire de Paris, et c'est signé Gérard Carrero. Est-ce que vous partagez cette comparaison ? Non, je ne partage pas cette comparaison et je vais justement vous dire pourquoi. Regardez, en France, justement, je pense qu'on va voir ce que donneront les municipales de 2026, mais moi, je pense justement qu'on continue, heureusement en France, à lutter contre cette tentation de l'identitarisme communautariste. Regardez ce qui est arrivé à M. Louis Boyard. C'est pas parce que vous allez vous flanquer
de 2 pro-palestiniens avec des kéfiers que vous allez être élu maire à Villeneuve-Saint-Georges. Il s'est planté et pourtant il avait la droite désunie face à lui. Et il a complètement raté sa conquête de la mairie de Villeneuve-Saint-Georges. En revanche, il est fort probable, et je le souhaite pour Paris, bien que je n'habite pas Paris, que Rachida Dati soit élue maire de Paris. Et Rachida Dati, elle se fait pas élire maire de Paris en nous racontant tous les 4 matins qu'elle est marocaine, qu'elle est d'origine musulmane, etc., etc. Non, elle se présente comme la mère de tous les Parisiens et les Parisiennes, comme on dit. Et justement, elle essaie de se positionner d'un point de vue plus républicain. Et comme jadis, Kofi Yamian a été élu. Il a été notamment élu dans sa région en Bretagne, bien qu'il ait pu être victime de racisme par ailleurs, mais il s'en est toujours défendu et il ne s'en est jamais d'ailleurs non plus victimisé. Donc moi je crois qu'au contraire la France, elle démontre que c'est pas en allant séduire les partis les plus sombres de ce côté identitariste et qui au fond est un racialisme et ce qui constitue d'ailleurs à mon sens un plus profond racisme qu'on va gagner des élections. Donc je ne crois pas du tout que M. Mamdani puisse être comparé à Mme Panot. C'est là où vous vous trompez. Je crois que Mme Panot n'a de toute façon pas les moyens de gagner la moindre mairie. D'ailleurs, peut-être même qu'elle ne gagnera même pas son siège en cas d'une dissolution. Et elle pourra comme ça aller tracter pour M. Mamdani comme l'a fait Mme Aubry. Ross, le mot de la fin sur ce débat, il est pour vous, Ross. Le mot de la fin. Allez-y. Ouais. Vous avez le temps. Je pense que les gens se trompent complètement parce que Mamdani, ce n'est pas un phénomène communautariste du tout. À New York, les gens ne sont pas, la majorité des gens ne sont pas musulmanes. Il y a une nouvelle génération, ils se revendiquent. Oui, c'est l'islamo-wokisme, ça s'appelle. Oui, mais évidemment, tous ces termes qui vous arrangent pour essayer de décrédibiliser. Il le dit lui-même, je suis le premier musulman. Il est pro-Hamas. Mais ça, c'est. Ce sont vos interprétations. Mais voilà, mais c'est ça, c'est quand ça dérange, on se bouche les oreilles. Ce qui est extraordinaire. Alors, excusez-moi, juste, je vous ai pas coupé. Je termine. Juste, il faut savoir que à New York, depuis le 7 octobre, et il y a eu des manifestations qui ont été faites par la communauté juive là-bas. Et il y a eu la réaction d'Israël, et au bout de quelques mois, il y a eu une forte mobilisation de la communauté juive pour dire stop à ce qui se passe, stop au massacre à Gaza. Et il y a même eu des gens qui sont descendus. J'y étais, moi, je suis passé à New York à un moment donné, et il y avait des manifestations qui brandissaient les pancartes en disant « nous sommes juifs », et ce qui se fait n'est pas fait en notre nom. Et que nous, on combat ça. Donc, arrêtez de toujours mettre les choses sur la question communautaire. Il y a une nouvelle dynamique. Merci, Ross. Et alors, il a le droit. S'il avait dit qu'il était juif. Il aurait pu dire je serai le premier maire d'origine hindoue, par exemple, ou d'origine indienne. Non, il nous dit qu'il est le premier maire musulman. Mais parce que c'est vous-même qui l'avez classé par ça. C'est pas moi, c'est lui. Merci beaucoup, Ross et Barbara. Merci beaucoup. Il faut qu'on avance. Pourquoi ? Parce que hier, Sylvain Lascar du Comedy Club Academy a enflammé le plateau de Ça se débat. Place ce soir à une autre humoriste de cette pépinière de talent lancée par Jonathan Alouche. Mesdames, Messieurs, Salomé Uzan est avec nous pour sa carte blanche. Bonsoir à tous. Voilà, maintenant, bonsoir à tous. On vous a donné la carte blanche. Eh ben, allez-y, Salomé, c'est votre tour. Alors, c'est Raphaël, c'est ça ? Faut regarder la caméra ici, là. D'accord, donc c'est bien Raphaël. Ouais, c'est moi. Non, parce que je suis un peu déçue. Dehors, je pensais que I24 avait engagé Koé. Mais non, connaissant I24, le budget un peu serré, c'était pas ça. Est-ce que je peux vous poser une question, Raphaël ? Ouais, dites-moi. Est-ce que vous êtes né comme ça ou vous avez été tondu à la Libération ? Non, je pense que je suis né comme ça, mais après, vous savez, la génétique... Non, parce que hier, Sylvain cherchait vos cheveux, et là, je viens de les croiser avec une pancarte, il manifestait, une pancarte avec écrit « Bring me home ». Non, voilà, vous êtes très courageux de me recevoir ce soir et surtout de me donner une carte blanche parce que la dernière personne qui a fait ça, c'est mon mari. Et je lui ai fait 6 enfants. Il regrette. Ouais. 6 enfants. Wow. Oui, non, mais vous inquiétez pas. Aucune crainte. Mon style d'homme, c'est plutôt les beaux gosses. Non, je suis un peu impulsive comme Nana, vous apprendrez à me connaître. Je dis un peu tout ce que je pense, je fais un peu tout ce qui me passe par la tête. Comme sûrement les téléspectateurs ce soir, qui ont dû changer de chaîne en voyant Rost à la télé. À part ceux qui pensaient que c'était Anthony Cavana. Alors ça vanne très fort. Et comme vous savez, le parrain de l'émission de Ça se débat, c'est David Adria, un humoriste comme vous.
comme moi. Bon, déjà, David Azria en tant que parrain, je pense que c'est une vanne à part entière. Hein. Le parrain de Sarcelles, le Don Corleone de la Boutargue, le Scarface du Val d'Oise. Je sais pas, mais encore une fois, je pense que c'est un problème de budget. Pourquoi ? Je pense que à la base, on se le dise, c'était Kev Adams ou Gad Elmaleh. On s'est rabattu sur David Azria. C'est pas grave, c'est pas mal. Mais il vient jouer en décembre à Tel Aviv. Oui, j'ai vu. D'ailleurs, je serais très, très honorée de le voir à Tel Aviv en décembre et qu'il fasse ma première partie. Hein. Et dans l'actualité, je crois comprendre qu'il y a quand même des choses qui vous ont choqué. Ah, mais il y a une info folle ce soir. On peut en parler quand même. Le Hamas qui dénonce la peine de mort en Israël des terroristes. On est chez les fous, on marche sur la tête. C'est comme si un pyromane déposait plainte parce qu'il faisait chaud. Ou bien, non, je sais pas, le monde tourne pas rond. Bientôt quoi ? Le Hamas va se plaindre des otages qui n'ont pas payé le loyer pendant 2 ans ? Non, moi je vais vous dire, Raphaël, je pense que le Hamas n'est pas content pour une seule raison. Il est contre parce qu'il veut garder le monopole de l'exécution. Merci beaucoup. C'était la carte blanche de Salomé Uzan. C'était très drôle. Bravo. Je vous laisse en espérant que demain le monde tournera un peu plus rond. Et merci au Comedy Club Academy, aux auteurs qui ont bossé avec moi et à Jonathan Alouche. On se retrouve sur les réseaux. Allez, ainsi s'achève cette émission. Je remercie Guy Poran, je remercie Nelly Kupfer-Naouri et je remercie à Paris Barbara Lefebvre et Rost. Restez avec nous sur iTunes4 News. Tout de suite, un point complet sur l'information. À très vite.